mic for the next steps. Thank you. Okay. So now I'm pleased to invite all the speakers and also the chairman for this last session to participate in a roundtable about the use of gamification and serious games in smart urbanism. And I will be pleased to animate this roundtable. So, speakers, chairman. Okay, and I will start by two comments before starting the roundtable. The first one is how we decided to dedicate this first roundtable for architecture and urbanism is because in every session of our symposium we noted that many papers talk about health and education and not enough for the other applications of gamification and serious games. So we decided to dedicate this first roundtable to a subject dealing with urbanism and architecture. And the topic will be the use of gamification and serious games for smart urbanism. This is the first comment. The second comment is that we are supposed to end at 20 past noon. So we will take 30 minutes and have 10 minutes delay on the schedule. So I think it's acceptable, but not more. Okay, so we will try to have this roundtable in 30 minutes. So thank you. Just a short introduction about smart urbanism, and then I will give you the opportunity to give us your opinion and to participate. And of course, it's an open discussion, so I will be very happy to have your comments and participations and questions also. Okay, so smart urbanism, I think it's a new way to think and design cities, places, homes, taking advantage of new technologies such as Internet of Things, big data, green technology, new materials and building techniques, virtual reality, augmented reality. And I think that this new urbanism, new smart urbanism, open perspectives for better sustainable resources, better quality of lives. It open also new economic opportunities, but of course, this revolution, if we can see, raises challenges, and I think the most important challenge is to adapt to this new evolution, new way of building cities and places and homes, and this challenge concerns both professionals, architects, urbanists, etc., and also citizens and users. So what I want to discuss with you in this roundtable is topics dealing with this. For example, what are the most important needs we face in this digitalizations and involvement of intelligence and smarts within urbanism? What role can gamification and serious games play to achieve such objective and to answer these needs? And of course, if you can suggest some samples, examples of, as we have seen before, about real examples, how to use this gamification and new games to face this challenge. So my first question again is, in your opinion, what is the most important needs we have to adapt and to face this revolution and change in our way of
building cities, places, homes, etc. Difficult question? Long question. Yeah, Sherman, please. Thank you. Well, quite long question. What to say? The challenge, yeah. So in terms of challenge, I think the first challenge is for people who are not used to deal with computer. We could imagine that everyone is used to work with. But in terms of virtual environments, so 3D, so digital world, potential digital interaction, these are quite new concepts for a lot of people. And in order to work, to deal with this concept, we then need some interfaces that maybe are also not really common for everyone. I'm talking, for example, about HMD, head-mounted display. This is something that's, if you try it once, so if you're in virtual reality, so totally closed and no more in the real world, then you might have quite a lot of issues that might happen and that might disturb you, and that makes that you will not use it later. If you are using augmented reality, head-mounted display, then you might have some technical other issues. So all this stuff is new. And so the first thing, if you want people to go there, is to prove them that this is really valuable, because they will have to do quite a lot of effort in terms of cognitive effort, in terms of acceptation, work on themselves, also in terms of they will have to pay for that. You have to pay for material, you have to create models. This takes time. Time is money. But then if we can show them that it's worth doing it, that will be the first point. Then definitely I'm a strong believer that this is the case, in the sense that, for example, if you want, so at a smaller scale maybe, not a city but just a flat, if you want to put furniture in it, and you don't know exactly which one should I take, what will it be later, is it too big, is it too small, what is the color, will it fit or not, having the possibility to create, to have 3D models, to put it in a room, and then just to get a preview. This is something that really helps to have a mental representation of it. Yeah, this is what I want. Because if you just go in a shop and see furniture like that, or even worse, just see in a catalog, in a magazine, and 2D pictures that will fit in my home. No, definitely that's something I need to have. Thank you. Can I speak in French? You can. Yeah, Okay. yeah. We have the translation. Well, I can speak in English actually, but I'm less accurate if I speak in English. I prefer to speak in French then. On parle de nouvelles technologies dans le domaine de l'architecture et plus largement de la construction. Je pense qu'il faut faire attention à une chose avant de parler de ça, c'est que, sans vouloir être sceptique, dans le domaine de la construction, on ne fait pas de révolution, on ne fait que de l'évolution. Amener de nouvelles technologies dans ce domaine-là elles ne peuvent pas arriver, si vous voulez, comme étant la solution miracle. Ce n'est pas possible. Donc, pour qu'une technologie s'impose dans le domaine de la construction, il faut qu'elle amène quelque chose, principalement en termes d'argent et d'efficacité, pour qu'elle puisse s'imposer, et elle va s'imposer en fait au fil d'années, elle ne va pas s'imposer au fil de mois. Il y a énormément d'inertie dans ce domaine-là, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on veut commencer à amener quelque chose de nouveau dans le domaine de la construction, plus généralement. Maintenant, les nouvelles technologies, bien évidemment, elles ont énormément de potentiel, elles peuvent bien évidemment amener beaucoup de choses, et puis elles peuvent justement, ce qu'elles sont en train de faire actuellement, en l'occurrence, c'est de gérer l'information qui est générée en fait dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'une réalisation. C'est le gros défi qu'on a dans les années qui vont venir, à mon avis, dans le sens où aujourd'hui une grande partie de cette information, on l'a sous forme de papier,
Et puis on essaye maintenant de la numériser, d'autant plus qu'elle est créée généralement de manière numérique. On essaye de la numériser et de la centraliser. Une fois qu'elle est numérisée et centralisée, à ce moment-là, on va pouvoir l'exploiter et puis en faire à peu près ce qu'on veut. Et puis, à mon sens, c'est le défi des années qui viennent. On parle de big data, on parle de Internet of Things. À mon avis, c'est quelque chose qui va influencer la société de manière générale. Et puis, à contre-coup, va influencer la construction. La construction, comme je vous l'ai dit, a beaucoup d'inertie et a tendance à réagir par après. Merci. Alors, moi, juste avant de donner la parole et poursuivre, un petit commentaire, c'est que je suis tout à fait conscient que la révolution, il ne faut pas l'avoir dans le process de construction lui-même, mais l'usage, vous êtes d'accord que l'usage des places, l'usage de la maison, l'intégration de beaucoup d'intelligence là-dedans, apporte des nouvelles modes d'utilisation et des choses qui vont nécessiter une adaptation de la part des architectes et des urbanistes. J'ai envie de vous dire oui et non. Sorry. Could you speak in English because I cannot understand French? Sorry, okay. Translator. Okay. The question was, this new technology is going to give new opportunities, give new change actually in the future. I would say yes and no. Why yes and no? Because of course the potential for this new technology is huge, okay? And we can of course imagine some I said that je ne mets pas en français. C'est quoi le mot? Application. So you can continue in French. Okay, I can We have the Thank you translation. very much. No No problem. problem. Okay. Bien évidemment, le potentiel est énorme, mais comme je vous l'ai dit, il y a une immense inertie et il y a une grosse réticence au changement. Dans le domaine de la construction, on parle, peut-être pour ceux qui sont un peu là-dedans, on parle de BIM depuis maintenant 5-6 ans à peu près. BIM, c'est Building Information Modeling, c'est justement ce processus qui veut numériser finalement toute la donnée de la construction dans une base de données centralisée et de façon à pouvoir l'utiliser et pouvoir l'exploiter. Moi, je suis en contact tous les jours avec des architectes. La majorité, je vous dis bien la majorité, sont complètement réticents à ce processus. Pas parce qu'ils n'y voient pas un intérêt ou un potentiel, mais parce que ça va les obliger à changer leur façon de travailler. Et changer une façon de travailler pour un architecte, ça signifie mettre un frein à sa créativité. Donc il y a une grosse réticence de ce côté-là, même si on est tous convaincus qu'il y a un vrai potentiel d'amélioration et puis de quelque chose qui peut vraiment amener du plus à ce domaine-là. Donc les choses vont changer, ça c'est une certitude, il n'y a pas de miracle par rapport à ça, mais elles vont changer beaucoup moins vite qu'on l'espère. J'en suis convaincu. Thank you. Juste. On m'entend là? Du coup. Ok, donc je vais le faire en français. Moi, j'ai aucune compétence en matière d'architecture, d'urbanisme en pratique, donc j'ai tendance à faire un rapprochement par rapport à la pratique professionnelle, que ce soit la mienne ou je pense par extrapolation à celle de beaucoup de monde. Ce qui est souvent constatable, on va dire, c'est qu'effectivement la création de nouveaux bâtiments, que ce soit d'un point de vue architectural, urbanisme, peu importe, à destination d'une frange de professionnels particuliers, bon, là je pense en l'occurrence aux médecins en général, la conception en amont, elle est faite par des architectes qui ont des super idées. Alors derrière ça va être hyper beau, à l'intérieur on va faire un couloir comme ça, c'est vachement moderne, et puis donc le truc il est construit et le brancard il passe pas. Fini. On casse les murs, on recommence. Donc le bénéfice d'avoir une création architecturale avec ces nouvelles technologies qui pourraient être ensuite implémentées par des joueurs qui sont directement impliqués dans la vraie pratique, de la vraie vie,
qui font ah bah alors on va faire ça, mais alors effectivement il faut que ce soit straight to reality, hein, c'est-à-dire il faut que le couloir il fasse la taille du couloir qu'il fera, que le brancard il faut qu'il puisse passer, donc c'est un taf d'un point de vue digital, j'imagine, absolument énorme. Par contre, derrière, les moyens qui sont mis à disposition pour construire le vrai truc qui aura été conçu, digitalisé, testé, approuvé, ça évite le fait de tout recommencer derrière. Et ça, énorme bénéfice, puis partout dans le monde, hein, parce que des gens qui font des conneries, il y en a partout. Merci. You have something? I think it's also the collaborative approach of if you have urbanism and people coming together that you can so that people can take part in building stuff. Like there's a lot of community places and hotspots which are built by people for other people, and they can do that. I would say if the software is designed the right way and intuitively, as you have said, some people don't want to do it because they have to change their habits and the way they work, but I think once that will be overcome and it will be very intuitive to do those things, I think that's a very great advantage to also teach a sustainable approach of which stuff to use, which materials, and also to simulate a big amount of people on a certain area and what will happen and what the effects are of a lot of people on one spot, as in big community spaces. Thank you. Go. Yeah. So it's really evident the mix between the real life and like the game life. So this kind of technology really mix everything. So some researcher like Shell or McGonigal, they figure out, envision a future, like they call it like a game apocalypse, where everything will be like a game, from brushing the teeth to bring the bus, and everything will be like not counted but gamified. So maybe the challenge for the designer is to think and really in a responsible way what we want to like gamify or what people need in the moment, and so considering also the needs of the urban area and the availability. So maybe one challenge is just ethical, and the other is about the data. If everything will be gamified, so the spaces we will have a very lot of data about people, and so I'm just thinking about myself, what I want to know about me, what I want to share and to be like visible to other. So maybe there is another level of design that we should also give people the responsibility of their self and their data too. So maybe Thank will you. be also better. Thank you. J'ai envie de poser une dernière question, mais c'est juste pour challenger encore l'introduction ou la réponse de votre nom, je m'excuse. Ouais. D'Olivier. Parce que moi, en préparant cette table ronde, ma première impression, c'était de dire, concernant les jeux et le développement de serious games et l'exploitation de ces nouvelles technologies, on est dans le best case. Pourquoi? Parce que je me dis, des architectes, des urbanistes, donc en général, les modèles 3D, on les a. C'est des gens qui ont l'habitude de tout ce qui est géolocalisation, de tout ce qui est exploitation de l'espace, des dimensions et tout ça. Donc je me suis dit, on est dans un best case. Et là, vous me dites l'inverse. Donc voilà, j'ai juste envie de rebondir encore et avoir l'avis des autres. Et après, bien sûr, je vais me retourner au public. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, ou le pessimiste, je ne sais pas, le pessimiste de service. En fait, dans la construction, il n'y a qu'un seul moteur, c'est l'argent. Soyons clairs. Donc, pas qu'en construction. Hein. Oui, alors, donc, en fait, il s'avère que c'est un domaine qui génère, qui brasse en fait énormément d'argent. Et donc,
quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, à un moment ou à un autre, on retombe toujours sur cette problématique-là, quoi qu'il arrive. Le seul véritable moyen de faire rentrer une technologie ou un nouveau moyen, c'est qu'on puisse gagner de l'argent. Voilà. Et il faut qu'on puisse en gagner beaucoup. En l'occurrence, il faut qu'on en perde le moins possible. C'est plutôt ça le problème. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de gamification, on parle d'amener justement ces nouvelles technologies, on parle de numérisation, etc. Les modèles 3D existent, j'ai envie de vous dire oui et beaucoup non. Il y a encore énormément d'architectes qui travaillent en 2 dimensions. Vraiment, hein, beaucoup. Donc, mais c'est vrai qu'on est dans l'antichambre, hein, finalement, c'est peut-être que demain qu'on aura finalement tous ces modèles. À mon sens, les architectes seront beaucoup intéressés par la représentation virtuelle pour vendre des projets, pas pour les développer. Pas pour les développer dans le sens où, aussi en tant que professionnel, la plupart sont capables de comprendre un projet en fait en le voyant sur un plan. Ce qui est souvent une grosse problématique pour des gens qui ne sont pas de la profession, c'est justement de se représenter les espaces alors qu'on les a en 2 dimensions. Mais pour vendre des projets, oui, c'est une certitude. Mais là, on est en train de parler en fait d'un tout petit domaine qui concerne qu'une toute petite activité, enfin une toute petite partie de l'activité finalement d'un architecte si on prend l'entier d'un projet. Thank you. Justement, alors je sors un... Allez-y, allez-y. Je sors un petit peu du domaine purement architecture. Alors, c'est plus tout à fait dans le thème de la table maintenant, mais ça revient peut-être sur la santé qu'il y avait eu avant. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas trop dire. Si on sort de ce domaine-là, effectivement, et puis on fait un petit peu un step back dans le domaine, par exemple, de l'éducation, dans le domaine médical. Il y a eu les rétroprojecteurs, les PowerPoint, Prezi, et puis maintenant on commence à faire l'éducation de plus en plus depuis ces dernières années, et c'est en train d'exploser sur les mannequins haute simulation. Donc un mannequin qui est capable d'avoir des pupilles qui se dilatent, une respiration qui ne va pas, qui parle, qui transpire même, il y en a certains, etc. On est un peu comme dans un escape game là, c'est-à-dire qu'on a un faux problème devant nous mais qu'on peut vraiment toucher. Un mannequin haute simulation qui simule des problèmes. Comme un escape game, on est dans une pièce, on ne va pas vraiment se faire buter mais il faut sortir dans 1 heure. L'avantage énorme de la Advanced Reality ou VR ou n'importe quelle gamification comme ça par rapport dans le domaine médical, pour moi, il est énorme. Alors, je ne connais pas grand-chose pour l'instant qui est vraiment, qui soit impacté à l'intérieur, mais d'un point de vue architectural, avec ta première présentation, Olivier, ou sur le plan, alors je ne me souviens plus de ton prénom, la 3e présentation, Tobias. L'application d'une espèce de réalité augmentée sur un patient que tu aurais créé à l'intérieur d'une simulation, ou l'extrapolation de l'underground que tu ne vois pas à l'intérieur d'un corps humain, que ce soit les vaisseaux, le système nerveux, tout l'aspect musculaire, osseux, que tu arriverais à complètement séparer comme ça dans une vision un peu à la Minority Report, si tu veux. Ça, c'est énorme. Sur le plan de l'éducation, on prend des années d'avance si on arrive à faire ça. Et puis alors là, pour le coup, je pense à tout le monde, partout dans le monde, pour l'éducation au fur et à mesure de la formation des néo-médecins. Puis alors c'est médecine interne, chirurgie, tout ce que tu veux. C'est un open field terrible. Je comprends. Juste rebondir une demi-seconde. Rapidement. Alors, je comprends très bien, de nouveau, tout le potentiel qui est derrière ces technologies-là. C'est vrai qu'après le domaine de la construction, il y a aussi une frange qu'on a tendance à oublier, c'est la partie sociale, en fait. Je prends juste un petit exemple, je fais une toute petite parenthèse. Avec Vincent, qui est tout au fond, là-bas derrière, qui se cache dans le noir, il y a quelques années, on avait un projet d'amener de la robotique, en fait, sur les chantiers de construction. À travers, en fait, différentes technologies, mais de remplacer une partie du travail humain, en fait, par des robots. Et puis j'en avais parlé avec un grand patron d'une entreprise de construction, puis il m'avait dit oui, mais si vous amenez des robots sur un projet, sur un chantier, comment moi je vais utiliser mes gens qui sont sous-qualifiés?
Ça, c'est une question générale. I want to share also the discussion with the audience, so I will give you opportunity to the audience also to participate, please. Oui, alors je vais réagir parce que je me porte en faux par rapport à votre approche et je me permets de le faire. Je ne suis pas non plus dans la construction, je suis médecin, donc je ne connais pas grand-chose dans la construction, mais par contre je suis citoyen. Et j'ai été très touché par la présentation sur l'économie d'énergie, parce que pour moi, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qu'on doit faire circuler pour faire construire des choses, pour construire un monde meilleur, un monde différent. Et aujourd'hui, un grand absent ici de l'audience, c'est quelque part le politique aussi. Et moi, j'y vois un intérêt très important dans la réalité virtuelle, dans la gamification, c'est de pouvoir confronter finalement aujourd'hui la décision politique par rapport à nos cités, par rapport à ce qu'on va en faire, parce qu'aujourd'hui, tous ici, vous construisez l'avenir avec vos compétences extrêmement pointues, des modèles et autres, et puis à un moment donné, ces modèles vont être confrontés à un problème de financement, à un problème de réalisation, alors qu'en réalité, de gouvernance aussi, et donc probablement qu'un des plus grands défis, c'est de convaincre aujourd'hui, en amont, très précocement, les décideurs, que ce soit les décideurs politiques, mais aussi les constructeurs, la construction de l'hôpital et autres, qu'avant de se lancer dans la réalité virtuelle va permettre d'économiser l'énergie qu'est l'argent. Et très probablement cet argent, si je rebondis sur votre première intervention, on pourra alors le mettre dans l'accompagnement du changement. Puisque vous mettez en avant que les architectes vont être très réfractaires à l'accompagnement du changement parce qu'ils vont se sentir stérilisés dans leur créativité. Le fait de se dire qu'on économise de l'énergie sur la réalisation finale, puisqu'on n'a pas fait de travaux inutiles, devrait permettre d'utiliser cette énergie pour accompagner au changement avec des approches très nouvelles, de type méthode agile et autres, ateliers, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que citoyen, je serais très heureux d'avoir un jour un homme politique qui me dit voilà, j'avais 4 scénarios, j'avais X budget, je l'ai confronté avec des spécialistes de réalité virtuelle, le seul qui fonctionne c'est celui-là. Et ça permet d'utiliser les personnes sur les chantiers, ça permet d'utiliser l'argent au mieux et peut-être d'accompagner le changement. Alors, je ne sais pas si je suis provocateur, hein, mais... Non, je suis pas complètement, je suis pas très loin de ce que vous pensez, je suis assez d'accord avec vous, fondamentalement. De nouveau, comme je vous l'ai dit, la construction elle change, mais elle change très lentement. C'est sans doute un des domaines qui change le plus lentement si on compare avec typiquement le domaine médical ou l'industrie. Je vous parlais avant de BIM, cette fameuse, c'est une méthodologie qui est en train de s'implanter, qui est vraiment en train de prendre sa place en fait dans le domaine de la construction. Elle sera obligatoire d'ici quelques années. Les Européens, en l'occurrence, sont très en avance là-dessus. Je parle principalement de l'Europe du Nord aussi. On attend bien évidemment des décisions politiques de ce côté-là. Cette imposition de dire ok, maintenant on veut que ces méthodologies soient imposées. Et puis bien évidemment, le jour où elles seront imposées, les architectes devront s'y mettre. Moi j'ai beaucoup d'architectes qui m'ont dit on fera du BIM le jour où on sera obligé d'en faire. Voilà. Donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas on va dire une réticence politique de la part des architectes à aller dans cette direction-là, mais du moment où ils ne sont pas obligés de le faire, ils n'ont pas envie de le faire. Maintenant, j'aime bien quand vous parlez de coûts, en fait, bien évidemment, si on commence à numériser, on va pouvoir gagner de l'argent. Le problème, c'est que le report de coûts, il ne va pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire que l'argent qu'on gagne en utilisant ces technologies, moi j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir m'améliorer, ouais, mais c'est pas moi qui l'aurai. Ça, c'est une certitude. Donc, on va être contraint d'y passer, ça c'est sûr. Ça nous coûtera, ça c'est sûr aussi. Mais il n'y aura personne pour nous payer, ça c'est sûr aussi. Yeah, this is always the problem of seeing the problem macroscopic in high level or low level. Si on raisonne microscopiquement, on va calculer pour chacun, mais si on regarde macroscopiquement, comme dit monsieur, il y a un gain à faire ou il y a un transfert d'argent à faire, mais on peut pas, tout le monde ne peut pas être gagnant, on est d'accord. Alors, il y a des gains monumentaux à grande échelle, ça c'est une certitude. Voilà. Là, on est en train de parler de maîtres d'ouvrage qui sont des gros maîtres d'ouvrage. On parle de la Confédération, on parle des cantons éventuellement, ou ce qu'on appelle les grands maîtres d'ouvrage publics ou privés même. Maintenant, pour le petit maître d'ouvrage, c'est vrai que l'intérêt est peut-être moins important. Ok. Je me permettrais juste de rebondir aussi. Allez-y. Non, c'est juste par rapport à... Effectivement, quelque part, on est dans une ère de communication digitale et il y a un virage qui est accompli en ce moment, qui doit être accompli. On va y passer de toute façon.
Le bâtiment n'avance pas très vite, je ne suis pas forcément d'accord, dans le sens où on prend au niveau électrique, ça évolue très vite au niveau des normes, par exemple. Après, on peut aussi continuer en se disant, je continue toujours avec mon même domaine parce que c'est mon approche, autrement ça va stériliser ma créativité. Bon, de un, je ne suis pas forcément sûr que ça stérilise. De deux, une des boîtes que j'ai entendu dire ça, c'était Kodak. Il y en avait partout, à tous les quartiers. Ils ont raté le numérique, on n'entend plus parler. Il y a un virage à prendre, il faut le prendre. Je ne pense pas que ça va couper la créativité. Au contraire, ça donnera d'autres outils pour. Et à partir de là, ouais, c'est pour ça que je me permets un peu de challenger un peu cette approche. C'est le but d'une table ronde. Hein. Je fais que reporter les propos, je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec, on est tout à fait d'accord. Allez-y. Juste pour compléter, moi en tant qu'ergonome dans une institution, j'ai affaire justement à des architectes d'un côté qui conçoivent des postes de travail pour des utilisateurs qu'on a ici représentés aussi. Et ce que je pourrais imaginer que pourraient apporter les nouvelles technologies dont on parle, c'est quelque chose qui facilite le travail des architectes, des concepteurs. Tant que c'est quelque chose où si moi je dois faire un schéma simple pour la distribution d'un process de travail, pourquoi je vais faire du 3D ou utiliser AutoCAD si je peux le faire sur PowerPoint? L'effort, ça va me demander, ne m'apporte rien. Donc il faut que ça m'apporte quelque chose. Et je pense que c'est là le défi que vous avez aujourd'hui, c'est d'apporter quelque chose qui répond à un besoin de ces utilisateurs-là. Je vous montre où, parce que vous les avez défendus. Mais par rapport à, après, des bénéfices qui sont indiscutables. L'histoire du brancard qui passe pas parce que la porte n'avait pas été simulée en réel, c'est une réalité. Donc voilà. Il y a Stéphane qui s'agite. Pour répondre à ça, peut-être, juste. Le bénéfice pour pouvoir arriver à ça, par rapport à un PowerPoint ou un schéma ou s'imaginer simplement comme ça, c'est il faut que la simulation soit immersive. À partir du moment où la simulation elle est immersive, et puis qu'elle est à haute résolution, je voudrais dire, par rapport à ce que le plus réaliste possible, à ce moment-là, on mettra facilement en évidence effectivement les trucs qui amélioreront ou pas, ou qui posent problème. Alors à ce moment-là, il y a un vrai bénéfice. Mais c'est juste. Stéphane? Well, I would just be the bad guy just saying that we must stop now because if we want to eat and then do the demo, so thank you so much. Ok. J'allais faire la même chose, mais je croyais que tu avais une question intéressante. No, you know me. Come on. Okay, so thank you very much. So you, je vais conclure juste par deux phrases. La première, c'est que le but d'une table ronde, c'est pas d'être d'accord, mais c'est plutôt d'être en désaccord. Et ça, c'est bien, on l'a eu. Et la deuxième chose, c'est que les médecins sont plus ouverts au changement que les architectes. Deuxième conclusion. Merci. Thanks to all.